Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement par les choses vues récemment. Les 4 Fantastiques que je suis allé voir hier soir. Les 4 Fantastiques, c'est vraiment des persos que j'ai jamais adorés. Je crois me souvenir que je regardais un dessin animé assez fun quand j'étais gamin, donc fin des années 70, quelque chose comme ça. Ça s'arrête à peu près là. J'ai vu je me souviens de 3 films. Dans les années 2000, quelque chose comme ça, que j'ai vu, mais j'ai trouvé très mauvais. Il y en a un que j'avais trouvé particulièrement moche au niveau des effets. Et voilà, j'en ai très peu de souvenirs parce que comme en plus les persos m'ont jamais particulièrement attiré, bah voilà, j'en attendais pas grand chose, j'ai trouvé que c'était globalement foiré. Bref. Là, c'est sans doute la version qui me hypait le plus, d'abord parce que le casting, et puis la bande-annonce, je trouvais très prometteuse. J'aimais beaucoup le côté rétro-futuriste, je le trouvais extrêmement bien maîtrisé. J'avais la sensation que les effets spéciaux étaient ouf, je sais pas, je le sentais bien. Le ton même, oui, il y avait toujours ce côté un peu van, mais je sais pas, c'était plus classe, j'ai envie de dire. Plus subtil, quoi, un peu plus feutré, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc bref, je suis allé voir le film dans de magnifiques conditions au multiplex CGR, où je vais systématiquement près du Mans. Je dis ça parce que le son était ouf, l'image magnifique, etc., et que ça a contribué à l'immersion. Voilà. Par exemple, j'ai été absolument bluffé par la beauté des effets, y compris pour des séquences potentiellement pas ridicule, mais enfin Galactus déjà sur le papier, enfin dans les dessins animés tout ça machin, ou la BD, c'était, parce que j'ai quand même lu quelques BD, c'était vraiment, je trouvais un perso conceptuellement ridicule. Le voir en live comme ça, c'était chaud, et en fait, je l'ai trouvé ultra malaisant, vraiment menaçant, dégueulasse, hyper réussi. L'intrigue donc, c'est voilà, on est dans un forme de New York réimaginé où les 4 Fantastiques sont connus de tout le monde et ils œuvrent voilà pour le bien de tous. Dans une ambiance donc un peu naïve puisque c'est c'est du rétrofuturisme total, on voit bien même au costume tout ça. Une menace terrible va surgir sous la forme de on pourrait dire la surfeuse d'argent, et d'ailleurs interprétée par l'actrice là que j'aime beaucoup et que j'avais découverte dans Ozark, j'ai oublié son nom parce que je suis qu'une merde, mais vous la reconnaîtrez immédiatement, et qui fait une très bonne surfeuse d'argent d'ailleurs, je dois dire. Et elle annonce l'arrivée de Galactus et donc la fin de la civilisation, enfin la fin de la planète, même la fin de l'existence de la planète Terre. Pas cool, avec un petit délai, hein, mais un délai assez court. Et d'ailleurs j'aime beaucoup son message. Parce que je trouvais que le film était très bien écrit, les répliques extrêmement bien ciselées, et elle, son ton, la façon dont elle s'exprime, notamment quand elle s'exprime à la population, quoi. J'ai trouvé ça glaçant et excellent. Voilà, je vais pas spoiler, bien évidemment, mais le film est pas très long, en moins de 2 heures, ça devient rare. Je l'ai beaucoup apprécié, enfin même bien plus que ce à quoi je m'attendais. C'est une totale réussite, pour moi c'est le meilleur Marvel depuis très longtemps, mais c'est aussi lié à mes goûts personnels, hein. Évidemment, je sais qu'il y a des Marvel qui ont séduit beaucoup de fans, et que moi j'ai trouvé totalement à chier. Mais ça veut pas dire qu'ils ont tort et que j'ai raison, hein, très loin de là. Mais là vraiment, ce film-là, je vous le recommande totalement. Je n'ai aucune critique à faire. Comme il n'est pas très long, il n'y a vraiment pas de ventre mou. Enfin, il n'y a pas de moment où j'ai regardé ma montre, où je me suis dit allez, on avance. Pas du tout. Je voudrais quand même parler 2 secondes de Vanessa Kirby, qui est extraordinaire et qui est pour beaucoup, enfin je trouve, dans la réussite du film également. C'est vraiment l'héroïne du film. Il y a Pedro Pascal qui est on pourrait dire son bras droit, enfin en termes d'importance je veux dire, hein. Là ils sont en couple hein, bien sûr, mais c'est elle qui crève l'écran, enfin elle a un jeu, il y a plusieurs scènes où elle m'a vraiment impressionné, et où elle te fait te soucier de son devenir, de ce qui peut lui arriver, et donc bon aux autres également. Bon la chose que j'ai toujours trouvée ou grotesque ou inintéressante, et bien là c'est un peu pareil. Alors à un moindre level, hein, mais c'est la première fois dans une adaptation live des 4 Fantastiques que je trouve la chose attachante, intéressante, pas idiote. Voilà, c'est pas le perso le plus développé, mais elle est vraiment pas là comme une plante verte, contrairement je trouve aux autres versions.
Belle surprise également, Pedro Pascal, il est nickel. Hein. Et bref, donc voilà, un vrai gros coup de cœur. Matt Shakman que je ne connaissais absolument pas. Et bien ma foi, pour un premier film à si gros budget dans sa carrière, il s'en sort avec mention, de mon point de vue. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également Dangerous Animals avec Jai Courtney et Ashley Harrison, dont voilà, autour de moi on parle beaucoup des tirades dithyrambiques que je comprends. J'ai énormément apprécié le film. C'est également une reco, hein, je le dis d'entrée de jeu. On va rien spoiler, mais un genre de thriller horrifique, hein, très sincèrement. Beaucoup plus que un film de requin, mais là-dessus, il y a une transparence totale. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui gueulent parce que, ouais, c'est un faux film de requin, machin. Mec, c'est écrit sur l'affiche. C'est dans le pitch. Enfin, je sais pas, là, vraiment, je comprends pas trop. Moi, j'étais très heureux, justement, de cet angle-là, qui est... c'est un film avec des requins, mais ce n'est pas un film de requins. Et effectivement, on suit une jeune surfeuse qui voilà, va malheureusement et malencontreusement croiser la route d'un fou malade. Voilà, ça c'est vraiment le pitch de base, hein, vous inquiétez pas, je spoil que dalle, mais va la kidnapper et gros, le mec fait des vidéos, enfin des snuff movies en fait, de gens donc qu'il kidnappe, enferme sur son bateau et donne à bouffer aux requins, enfin tout simplement, mais voilà, sous l'œil de la caméra, et pour faire des films, enfin c'est vraiment ça, en imaginant qu'il revend à de riches sadiques. J'ai trouvé ce pitch tellement génial. Jai Courtney, il est excellent, je connaissais extrêmement mal cet acteur. J'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé que c'était super beau. Voilà, bon, il y a des scènes avec les requins où, en fait, au début, on a des requins qui sont pas des grands requins blancs. Et clairement, c'est des vrais requins qui sont filmés et tout. À partir du moment où le grand requin blanc arrive, c'est évidemment de la CGI. Et il y a 2-3 moments où je trouve ça se voit. Ça veut pas dire que c'est gênant, hein, c'est pas moche du tout. Mais dans les mouvements, tout ça, bon, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Il y a un plan magnifique et volontairement humoristique, où d'ailleurs il y a un ralenti sur une scène de grand requin blanc. Je vous dis pas c'est quoi la séquence parce que ce serait du spoil. Là clairement c'est pas pour te faire peur, c'est pour te faire un peu sourire, on va dire. Et il y a plein de scènes qui sont dans ce sens-là dans le film. Donc c'est un thriller assez léger, mais méchant quand même. Voilà, c'est vraiment un style assez étonnant, totalement réussi. C'est super beau. Alors la réal c'est ouf. Hein. Il y a des plans ultra inspiré, c'est cadré de dingue. Moi qui suis pas un expert là-dessus et que c'est pas une obsession chez moi, voilà, l'inventivité des plans, de choses comme ça. Là, il y a plusieurs séquences où je me suis dit, le réal est trop fort, mais vraiment trop fort, trop de bonnes idées et c'est beau. Enfin, vraiment, l'image est super belle et tout. Donc vrai coup de cœur, mais contrairement à presque tous mes potes, j'ai l'impression, j'en suis ressorti un peu pas triste, mais nostalgique, enfin, comme traité de réac. Mais en fait, il y a des moments où je regardais le film, surtout à partir de la moitié, et où ça me rappelait l'époque où un scénar de ce type aurait été traité sérieusement. C'est-à-dire au lieu d'avoir un film fun, mais très réussi, quoi, hein, mais voilà, qui clairement ne cherche à aucun moment réellement à te faire peur, enfin, des scènes de baston improbable, enfin c'est juste drôle quoi, mais c'est pas du tout crédible 2 secondes, et ça ne cherche pas à l'être, ça cherche à être divertissant, spectaculaire, et ça l'est, vraiment. Mais moi ça m'a par exemple fait penser au plaisir, mais le plaisir pétrifié de terreur que j'avais éprouvé quand j'avais remake de Cape Fear avec De Niro, voilà, où c'était juste enfin, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ce film, en fait. Quand j'ai regardé Dangerous Animals, où je me suis dit, moi, ça me fait chier, parce qu'en fait, cette histoire est tellement géniale, enfin, c'est très simple, mais l'idée est géniale. J'aurais aimé que ce soit un truc vraiment méchant, sérieux. Ou même, enfin, il y a eu 2-3 autres films comme ça des années, comme on a eu au début des années 90, j'ai envie de dire. Et bon, là, c'était pas le but du studio, clairement, c'est de faire un film quand même popcorn, hein. C'est pas un film qui, voilà, une fois de plus, il ne fait peur à aucun moment, c'est pas le but. Il y a beaucoup de vannes quand même, mais c'est un régal, enfin, c'est tellement fait intelligemment, avec talent et tout, c'est génial. Mais, moi, j'aurais voulu un Dangerous Animals sérieux. Vraiment le thriller horrifique pour adultes, ignoble, où tu regardes ça, tu te dis, oh putain, c'est horrible et tout.
Alors là, jamais tu te dis ça, parce que tu te dis, oh putain, c'est horrible, mais marrant, quoi, en mangeant tes popcorn et tout, et c'est le but. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également, ah oui, un tout petit film australien, Fear Below. J'avais envie d'en parler. Alors il est sur Prime Video, mais pas en France, visiblement. Alors peut-être que si, maintenant, je ne sais pas. Oh là là, 1h25, donc des films... en fait, 1h25, quand même, souvent c'est mauvais signe. Tu regardes ça, tu te dis, ah, 1h25, c'est pas super encourageant. Et ben là, franchement, c'est parfait. C'est parfait parce que l'histoire est très simple. Il y a plusieurs éléments qui m'ont beaucoup plu. D'abord, ça se passe dans les années 40. Moi, j'aime bien les films comme ça, d'horreur, hein, parce que c'est donc un film, c'est un creature feature, comme on dit. Donc voilà, il s'agit quand même de la menace d'un requin. Alors, c'est pas un grand requin blanc pour une fois, c'est un requin bulldog. Mais qui est bien flippos, hein, et puis bien énervé. On va suivre une équipe de plongeurs. Alors c'est vraiment dans le fin fond de l'Australie, voilà, je sais même plus où c'est. Un type, une jeune femme et un autre qui est plongeur, noir d'ailleurs, et je précise parce que ça a son importance. Vu qu'on est dans les années 40, ils vont être sollicités par un groupe de gangsters, et là j'ai vraiment pas trop envie d'en dire plus. La scène d'intro te montre, hein, te dévoile en fait la mésaventure qui leur est arrivée. Le véhicule est tombé dans un genre d'étang, hein, je crois. Dans ce véhicule, il y a une cargaison très précieuse, très illégale, qu'ils doivent impérativement récupérer. Du coup, ils vont aller proposer une très grosse somme d'argent à cette petite équipe de plongeurs. Alors je précise, on est dans les années 40, donc c'est les plongeurs scaphandres, hein, avec le tuyau hors de l'eau, t'as un mec qui pompe pour que t'aies de l'air. Ah vache, c'est chaud. Et ils vont accepter, même s'ils se méfient un petit peu, parce que voilà, ces mecs-là ont l'air très louches, et l'expédition va tourner au cauchemar très rapidement, puisque ils vont se faire attaquer par ce requin qui ne va plus les lâcher. Donc aller dans l'eau va devenir très compliqué, et aller dans l'eau, rejoindre le véhicule qui est tout au fond, et charger cette cargaison de caisses hyper lourdes, enfin là je vous laisserai la surprise, qu'il faut remonter à la surface, enfin voilà, c'est quasi mission impossible en fait. Sauf que évidemment les gangsters ne l'entendent pas de cette oreille, et les menacent de toute façon de les abattre s'ils n'essayent pas. Encore et encore et encore. Donc voilà, on a des morts en cascade, des trucs comme ça. Mais il y a un ton assez réaliste, assez sérieux. On n'est pas dans le slasher à requin, par exemple. Pas du tout. J'ai vraiment bien aimé. Il y a une scène qui m'a un peu agacé vers la fin, où là c'est totalement improbable. Et enfin c'est même impossible. Énorme facilité scénaristique qui fait chier parce que voilà, tu te dis merde mec, t'as fait un effort jusqu'à présent, et là tu cèdes à la facilité sur un truc où on peut que rigoler ou lever les yeux au ciel. Après, pour moi, ça gâche pas le visionnage, mais bon, chacun de voir. Petite reco, mais alors, moi, c'est pas un grand film, hein, je vous précise, mais il est plein de bonnes intentions, et de mon point de vue, enfin, je regrette pas du tout de l'avoir vu. Un peu à l'inverse de Monster Island. Alors là, vous allez dire, mais Alex, mais qu'est-ce qui t'a pris en fait cette semaine? Je ne sais pas, je ne sais pas. Monster Island, une exclue Shudder, ce qui signifie donc, mais vous avez l'habitude, que ce sera certainement racheté par Shadows en France prochainement. Donc voilà. Là on est également d'ailleurs dans les années 40, enfin on est complètement dans la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre la mésaventure d'un soldat japonais qui est considéré comme traître et fait prisonnier dans un navire de guerre japonais, et d'un soldat anglais qui lui était prisonnier dans ce même navire. Ils vont se retrouver enchaînés tous les deux, enfin l'un l'autre, et ce navire japonais va croiser la route d'un sous-marin qui va le torpiller, et ils vont miraculeusement survivre à l'explosion, tout ça, et s'échouer sur une île. Alors d'abord ils sont quand même ennemis jurés, puis ils se comprennent même pas, hein, un qui parle que japonais, l'autre qui parle qu'anglais, quoi. Donc c'est chaud. Et à peine arrivés, ils vont être attaqués par une créature qui est un mix du Predator et de l'étrange créature du lac Noir. Donc sur le truc c'est pas mal, hein, enfin pourquoi pas. Le souci qu'on va très rapidement comprendre, c'est que la créature elle est filmée de façon tellement furtive pendant la première heure à peu près, que c'est pas dérangeant. Le souci c'est que en fait tu te dis, ouh, j'ai l'impression qu'elle est très mal faite. On dirait
Ah ouais, non, la combinaison, c'est pas fifou. Et en fait, vers la dernière demi-heure, conformément à tous les codes de ce genre de film, là par contre, tu la vois plein pot, il y a de la baston. Et là, j'ai envie de dire qu'on est dans les années 40, alors ça c'est clair, mais y compris au niveau des effets spéciaux. Ça c'est un petit souci. On voit vraiment le mec dans sa combinaison qui marche comme ça. Putain, c'est chaud. Il y a des moments où t'as vraiment envie de rigoler. Même la bouche, enfin, fait vraiment comme ça. Il y a même pas vraiment les lèvres qui bougent. Ah, ça fait bref, c'est compliqué. Mais il y a un petit charme. Enfin, moi je l'ai regardé ça comme c'est un nanar, hein. On va pas se mentir. Mais c'est dommage parce qu'en réalité, il y a plein de petites séquences où les idées sont excellentes et où tu te dis entre les mains d'un réal un peu plus habile, parce que c'est pas très beau non plus. Je vous ai pas parlé de la photo. Oh merde. La photo c'est entre le vert et le jaune, mais vraiment c'est une teinte voulue. C'est pas du tout des teintes naturelles. Quand tu regardes le film, et il s'est dit moi je vais faire tout mon film jaunâtre, enfin vraiment et vert. C'est moche. Oh, c'est moche. Voilà, alors c'est pas bon, c'est pas bon, mais les fans de petits nanars, de monster movie un peu rigolo, vous serez content de tomber dessus. Il y a un petit buzz sympatoche visiblement autour de ce film, et c'est comme ça qu'il a d'ailleurs été racheté par Shudder aux États-Unis. Bref, mais tout petit, c'est un tout petit truc, hein. D'ailleurs, j'ai vu, c'est une coproduction anglaise, japonaise, et je crois qu'il y a aussi Indonésie également, Singapour, enfin, vous voyez le style. Qu'ai-je vu d'autre également? Ah oui, j'ai vu le film Netflix 84 mètres carrés, voilà, dont on a un petit peu parlé quand il a été mis en ligne sur ce jeune homme qui parvient à investir pour acheter, donc avec crédit, etc., hein, bien sûr, un appartement de 84 mètres carrés dans une tour, etc. Ce qui est donc le rêve de toute personne, alors surtout en Asie, etc. Il va y avoir très vite des problèmes de voisinage. Et ces problèmes de voisinage qui le rendent vraiment dingue, hein, vont commencer à détruire sa vie, et il va soupçonner que c'est pas comment dire, que c'est pas sans raison. C'est-à-dire qu'en fait il y a des problèmes de tapage nocturne, de plein de trucs, et il semblerait que ce soit comme un genre de complot, et donc il va chercher à comprendre. Il y a un petit côté Hitchcock, même un gros en fait, dans le scénar. La réal, nickel, enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Après il y a des séquences où bon, c'est un peu facile, la toute fin, j'ai pas trop compris pourquoi ça partait par là, mais j'ai bien aimé. Enfin voilà, c'est pas une reco, pas de déconner, mais c'est pas non plus une déception, un truc qui m'a consterné, quoi. Et je vais terminer avec les trois premiers épisodes de la série The Institute, donc adapté du roman de Stephen King, avec l'actrice qui jouait dans Weeds, là, que j'adore, et un très bon casting, enfin même globalement. Donc voilà, des gamins, des surdoués qui sont kidnappés par une organisation secrète appelée l'Institut, qui les retient donc prisonniers pour les faire, enfin pour les soumettre en fait à plein de tests et d'exercices, pour les faire développer, enfin leur faire développer certaines capacités. Et dans quel but? Alors bon, voilà, après il y a tout un truc derrière. Pour l'instant, c'est vachement bien. Je redoute un peu le côté Goonies. Voilà, je précise que The Institute, ça fait partie de ces bouquins écrits récemment. Pour moi, dès que ça a moins de 5 ans, c'est récent. Par Stephen King, que je n'ai pas lu. Voilà, moi, j'ai vraiment lu tout Stephen King des années 70, 80, 90, et même un peu de début 2000. Mais là, ça fait un petit moment que... voilà, il y en a plusieurs que j'ai pas lu du tout. Et celui-ci, par exemple. Donc je sais pas comment ça se termine, je sais pas où ça va. Là, la camaraderie entre les gamins, il y a vraiment des séquences où c'est vraiment le Stephen King qui, moi, commence un peu à m'horripiler. Donc on retrouve tous les tics qu'il a depuis qu'il a écrit ça, Stand By Me, tout ça. Sauf que ça et Stand By Me, c'est des chefs-d'œuvre. Et bon, là, à voir. J'attends de voir. Les persos sont attachants, les acteurs jouent bien. Et un tout petit mot aussi, j'ai regardé l'émission Hardisson, la face cachée de l'homme en noir. J'avais pas visionné lors de sa diffusion. Donc là j'ai rattrapé, vous avez été plusieurs à me demander mon avis là-dessus. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que c'était très compliqué à regarder, pas forcément émotionnellement, parce que oui il est décédé, donc c'est en plus il pleure beaucoup, mais très dignement, mais il pleure beaucoup. C'est dur quoi, enfin il y a un moment c'est compliqué de pas avoir une empathie, voilà. Et il est assez franc. Voilà, ça c'est vraiment les points positifs. Les points négatifs, il y en a quelques-uns. Je trouve que il y a certaines séquences où on le voit
à l'hosto et où vraiment c'est pas nécessaire. Enfin, là je comprends pas trop, à part pour faire vraiment te mettre mal. Je sais pas, c'est très personnel, hein. Mais bon, voilà, Ardisson, même si je fais partie des gens qui étaient pas ultra fan toujours de sa mentalité, de sa façon de s'adresser aux gens, et il le dit lui-même d'ailleurs, il est très honnêtement, hein. Et jusqu'à récemment, il n'avait pas d'empathie pour quiconque. Et c'est vrai que ça se sentait. Et ça l'a beaucoup aidé, parce que du coup, oui, il en a rien à foutre. Donc, en fait, c'est un peu une enflure avec tout le monde. Mais une enflure qui a du talent. Donc, comme je le disais précédemment, Ardisson, Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Après, il y en a eu quelques autres que j'ai regardé. Les Saluts les Terriens, je regardais aussi, bien sûr. Mais pour moi, l'âge d'or, c'est Lunettes Noires pour Nuit Blanche. D'abord parce que j'étais ado, quoi. Et vraiment, j'étais fasciné par... C'était tellement nouveau, ce ton. Ce ton... incorrect, quoi. Donc voilà, donc je sais qu'il y a des sujets où Ardisson, je me disais vraiment quel gros con celui-là, mais c'était pas enfin ça n'empêchait pas le respect et l'admiration sur plein de choses, et dans la pub il se sous-estime complètement de mon point de vue quand il en parle dans le docu, mais pour moi ça a été quand même un immense publicitaire, limite de génie. Et d'ailleurs je renvoie à la magnifique émission L'âge d'or de la pub qu'il avait fait et que je vous avais recommandé à l'époque, hein, et qui est pour moi la meilleure émission jamais faite sur la publicité, tout simplement. Donc voilà, et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Un mot sur la mort de Ozzy Osbourne, toi qui nous en parles si régulièrement en JDV et recommandais son autobiographie il y a encore 2 semaines. Ouais, bah la mort d'Ozzy Osbourne, ça fait mal, hein, je sais pas comment dire, hein. Après, voilà, on la voyait venir, hein. Donc c'est pas une surprise, mais après je pensais pas que ça arriverait si vite. Je lui souhaitais en fait de se reposer. Je voyais plutôt une dégénérescence progressive. Alors on ne sait pas de quoi il est mort, hein, concrètement, je veux dire, hein. J'ai vu que les mecs se sont acharnés plus d'1 heure à essayer de le réanimer. Bon après c'est Ozzy Osbourne, donc je pense que malheureusement il y a aussi un truc où on s'acharne un petit peu plus que sur un mec lambda, mais c'est impressionnant. Je disais qu'il avait l'air vraiment très fatigué et très diminué lors du concert, mais je le voyais pas non plus mourant. Enfin, et là clairement il y a un truc qui s'est passé. Enfin, c'est-à-dire que le concert a été fait et il est parti, quoi. Enfin, il s'est laissé partir, je veux dire. Voilà. Après, il y aurait tellement de choses à dire sur son importance, pas seulement dans le heavy metal, mais dans le monde de la musique, hein, même complètement, hein. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, bon, moi j'étais un peu effondré, hein, sur le coup. D'ailleurs, je vous ai mis là en hommage la peluche Ozzy Osbourne de la chauve-souris. La peluche officielle Ozzy Osbourne, je crois que c'est la seule qui existe d'ailleurs, une peluche Ozzy Osbourne officielle. Donc j'adore. La disco, je vous ai déjà fait plein de recos sur mes albums préférés, etc. Je vais pas le refaire ici. Néanmoins, je sais plus quel pote a reposté Ordinary Man, le duo avec Elton John, qui déjà me faisait pleurer, enfin limite. C'était compliqué à sa sortie il y a quoi, 3 ans. Et là, regardez ça maintenant qu'il est décédé, surtout le clip, quoi. Ouais, beaucoup trop d'émotions. Et quelle chanson magnifique, Ordinary Man. Voilà. Moi, il y a beaucoup d'albums récents d'Ozzy que j'adore. Enfin, en fait, tous les derniers, sauf le tout dernier, la Passion Number 9, je crois, qui m'avait vraiment déçu. Il n'est pas déçu parce qu'il était pas bon d'ailleurs. Il m'avait déçu parce qu'il était beaucoup moins mélodieux. Enfin, il était plus brutal, plus dans un autre style, quoi. Mais ouais, les hommages, j'ai trouvé ça super beau parce que évidemment, dans la scène métal, bon bah tout le monde y allait mais c'est sincère, évidemment. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est les artistes qui, à première vue, n'ont rien à voir avec son univers. Il y a Phil Collins qui a fait un petit mot très beau en postant une magnifique photo de lui et de Ozzy. Et il a l'air, Phil Collins qui a l'air sincèrement très attristé. Et j'ai vu, plein d'autres artistes. Acteurs, chanteurs, tout ça, mais parfois vraiment dans des sphères très éloignées, et on pourrait être assez surpris de se dire bon ils étaient fans d'Ozzy, quoi, mais enfin fans au point d'être effondrés en apprenant son décès. Je sais pas trop quoi dire d'autre. As-tu vu le documentaire En paix avec les requins sur Netflix? Pas encore. Je pense que je vais le faire, mais j'ai un souci avec cette femme en fait, comme plein de gens, hein. Elle est très controversée. Alors elle accomplit des choses magnifiques, enfin voilà. Mais il y a un truc où dans sa façon de se vendre, de se mettre en scène, c'est beaucoup trop
génération Instagram, enfin je sais pas, il y a un truc qui me gêne un tout petit peu chez elle. Et sur ce docu, j'ai vu qu'il en prend plein la gueule parce qu'elle se vante d'avoir pu caresser entre guillemets un grand requin blanc. Et alors ça vous rappellera la scène du film dont je vous ai fait le retour la dernière fois. Et en gros, elle s'arrête à peu près à ça, quoi, du genre ne nous fions pas à nos préjugés et tout, alors que enfin en gros, donc là elle a eu du bol, hein, parce que sincèrement le grand blanc, tu peux pas, c'est pas parce que toi tu vas être gentil et doux qu'il va être gentil et doux. Voilà, c'est un requin qui est vraiment imprévisible. Donc tous les spécialistes au monde, bah, depuis toujours, enfin même, surtout le niveau de connaissance du grand blanc a quand même beaucoup évolué ces 20-30 dernières années. Mais là par exemple, là à ce jour, j'ai vu qu'il y a beaucoup de spécialistes qui gueulent sur cette nana parce que ils disent encourager les gens en gros à mettre leur peur du grand blanc de côté et à aller éventuellement le taquiner en fond marin, c'est criminel. Enfin, voilà. D'autant qu'il y a encore eu des incidents, j'ai vu récemment, impliquant un grand requin blanc, encore un mec qui a perdu une jambe ou je sais plus quoi. Bref, donc ça je trouve ça complètement inconscient et je trouve ça humainement un peu dégueulasse parce que c'est juste un kiff narcissique de dire moi j'ai réussi à le faire une fois alors qu'elle a juste eu du bol, hein. Vraiment. En plus même j'ai vu les images et c'est un gros requin blanc en plus, hein. Bon clairement il a ni faim, ni il était curieux, ni voilà, du coup il en a un à battre en fait, hein. Donc il la laisse le tripoter 2 secondes quoi. Ça ne veut rien dire, enfin faut en tirer aucune conclusion et c'est ce que disent tous les experts, ils disent qu'en gros voilà, c'est juste une meuf qui a eu du bol. Bref, donc je compte pas vraiment le voir parce que je pense que ça va m'irriter en fait. As-tu vu le documentaire de Laurent Balesta, 700 requins dans la nuit? Oui, alors celui-ci, je l'ai vu, j'avais recoupé les 2 questions d'ailleurs, effectivement, parce que c'était 2 questions sur les documentaires sur requins, j'ai beaucoup plus aimé. Là je rassure tout de suite, il s'agit pas de trucs ultra spectaculaires avec des grands blancs qui machin, mais c'est un très beau documentaire d'un passionné. Enfin voilà, donc oui, je l'avais vu celui-ci. J'ai vu les films suivant Le règne animal, Leurs enfants après eux avec Paul Kircher, futur immense acteur, je ne sais pas quoi penser. Je ne voulais pas que ces films se terminent. Et celui d'Artus, La Pampa, ces films sont pour moi les seuls à en valoir le coup, pardon. Ceux-là en valoir le coup, pas de l'histoire du cinéma quand même. Le règne animal, je l'ai vu à sa sortie, je l'ai adoré et c'était un de mes coups de cœur de l'année de sa sortie sur ma chaîne, mais tu t'es sans doute pas abonné encore à l'époque. Donc j'en ai parlé, reparlé, enfin j'ai adoré ce film, adoré. Leurs enfants après eux, je ne connais pas et La Pampa non plus. Donc j'ai noté mais je peux pas te dire. Tu n'as pas aimé The Lost Boys, soit alors as-tu plus aimé le néo-western crépusculaire Near Dark de Catherine Bigelow, pardon. Non. non. J'ai pas du tout aimé Near Dark non plus. Et pareil, hein, d'ailleurs, un peu pour le ton et tout ça. Non. Je les range complètement dans la même section d'ailleurs. Par contre, je pense qu'on est beaucoup à faire le rapprochement entre ces 2 films, mais tu as tout à fait raison de le faire. Entièrement d'accord. En petit film d'horreur pas très connu, qui je trouve fait pourtant peur par moment, il y a Darkness de Jaume Balaguerro, une ambiance froide presque norvégienne, un cast américain et un réal espagnol. Oui, j'avais beaucoup aimé Darkness, je l'ai en DVD je crois d'ailleurs. Tes 3 livres préférés de J.J. Ballard, l'auteur de Crash, La foire aux atrocités et L'île de béton. Je n'ai jamais lu aucun de ces romans. Voilà. C'est les boules. J'avais failli lire Crash à une époque parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le film à sa sortie, et puis je lisais tellement de choses à l'époque, j'avais tellement d'auteurs à découvrir, enfin c'est un auteur Ballard qui m'intéresse, enfin ça m'intéresserait, mais j'y suis encore jamais allé, tout simplement. Sovereign est une claque, je suis bien d'accord avec toi, ne penses-tu pas que la première partie est plus violente que la deuxième? Totalement, la première heure est moralement, psychologiquement hyper tendu et pénible pour les nerfs quoi. Après, une fois que ça vraiment tu sens que ça glisse et que ça va péter et machin, tu te dis bon bah voilà on y va quoi. Mais paradoxalement c'est moins difficile d'abord parce qu'on bascule dans l'action. Voilà, il y a beaucoup d'interactions avec les forces de l'ordre, les choses comme ça. Mais tout les scènes de lavage de cerveau du père avec le fils et tout, ou quand il prêche, hein, quand il fait ses petits speeches et tout. Ah wow, le malaise, c'est d'une violence, mais c'est pas une violence, effectivement c'est une violence différente. Pour Dexter, as-tu lu les romans de Jeff Lindsay? Jamais.
Jamais, jamais, ça m'a pas... Ouais, j'ai tellement adoré la série, j'aurais pu me lancer dans les bouquins, mais la série m'a contenté, je sais pas comment te dire. J'ai pas eu la curiosité, c'est peut-être une des rares fois où j'ai pas la curiosité pour compléter mes connaissances autour d'une œuvre que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'ai adoré Dexter. J'ai des amis autour de moi qui ont lu les bouquins, qui me parlaient des différences et tout, mais voilà, sans plus. Enfin, moi, j'y suis pas allé en tout cas. J'aurais aimé avoir ton avis sur le film de Milos Forman, Larry Flint, et si tu pensais que Courtney Love, enfin veuve de Cobain du coup, était passée à côté d'une carrière d'actrice reconnue. Alors Larry Flint, c'est un film que j'adore, j'aime énormément ce film, c'est pour moi un des meilleurs films avec Woody Harrelson, qui livre une prestation mais possédée, enfin c'est incroyable. J'aime aussi énormément ce qu'il raconte, c'est quand même donc une histoire vraie. En plus moi quand je... Penthouse, ça faisait partie des mecs que je volais, c'est pas bien... que je volais quand j'avais 11 ans, voilà. Ouais, 10-11 ans même, putain. Et bon, il n'y avait pas internet, il y avait rien, donc les magazines, c'était très important. Courtney Love, je dois dire que Courtney Love, je trouve pas que c'est une grande chanteuse, ni en termes de performance vocale, ni en termes de... c'est pas une grande compositrice, enfin je suis pas... il n'y a jamais eu des chansons de Hall par exemple que j'ai trouvé extraordinaires, des choses comme ça. Par contre, dans ce film-là notamment, elle est incroyable. Je suis obligé de le dire. C'est vraiment une femme que j'aime pas humainement, Courtney Love. C'est pas, ça me fait presque chier de dire du bien d'elle, mais je pense que c'est une question que je me suis jamais posée à moi-même, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle est passée à côté d'une carrière d'actrice reconnu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n'aime pas voir des acteurs ou actrices trop connus dans des séries. Dans un film, ce n'est pas important, mais dans une série, c'est un... Ah non, pardon, c'est du temps long. Et pour la crédibilité, il vaut mieux un inconnu ou moyennement connu. Dexter ou Breaking Bad aurait-il été aussi crédible avec Sean Penn, Tom Cruise ou Matt Damon? C'est une super réflexion et je suis totalement comme toi. À chaque fois, ça me fait chier. Des fois, ça arrive, quand il y a des acteurs connus qui apparaissent dans des séries. Et d'ailleurs, tu cites Dexter, et dans la nouvelle saison de Dexter Résurrection, on a un personnage très important qui apparaît et qui est interprété par Uma Thurman. Alors c'est cool, moi je suis content, j'adore Uma Thurman. Mais à chaque fois qu'elle apparaît, pendant un quart de seconde, au lieu de me dire « Ah putain, c'est la meuf qui machin », je me dis « Ah ouais, putain, c'est vrai, il y a Uma Thurman ». Et ça me sort de Dexter, quoi. Donc je suis complètement comme toi. Je préfère que ce soit des acteurs que je connaisse pas, ou alors qu'ils soient devenus connus par la série, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, par exemple, Michael C. Hall, il est devenu, aujourd'hui, il est hyper connu, tout le monde le connaît. C'est Dexter, quoi. Mais c'est vrai que des acteurs de cinéma, par exemple, des vedettes, quoi, c'est assez différent. Quel est ton rapport avec le groupe Pink Floyd, et connais-tu les groupes qui reprennent leurs morceaux sur scène? Alors mon rapport avec Pink Floyd est totalement inexistant, j'ai jamais accroché, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps en JDV, tout en reconnaissant leur génie. Enfin, c'est-à-dire que moi je fais partie du coup... en fait, quand t'aimes pas Pink Floyd, tu fais automatiquement partie des gens qui vénèrent plein de groupes qui, eux, ont adoré Pink Floyd et ont été influencés par Pink Floyd. Donc je rentre dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais écouté Pink Floyd, j'ai jamais eu aucun album. Il y a plein de chansons où quand j'entends, je me dis putain mais quel talent de ouf quoi. Mais j'ai pas envie d'y aller. Enfin, c'est pas des chansons que je me remets chez moi, tu vois, des trucs comme ça. Néanmoins, je suis pas surpris quand je lis des interviews de mes idoles et qu'ils disent gamin Pink Floyd. Les Beatles, machin, enfin, ou plein d'autres trucs, peu importe. Après, les groupes qui reprennent leurs morceaux sur scène, je sais pas si tu parles de groupes genre des grands groupes qui ont repris Pink Floyd, ou si tu parles de tribute band, là, les groupes de sosie vocale, là, enfin, c'est horrible, ça je déteste. C'est très à la mode en ce moment, les groupes qui reprennent les Doors, qui reprennent n'importe quoi, et je trouve ça horrible. Et après, je connais pas de groupe connu ou d'artistes connus qui a repris les Pink Floyd, pardon. Il y en a forcément eu un, mais je connais pas. As-tu entendu parler de l'événement Disco Demolition Night qui a eu lieu en juillet 79 dans un stade de baseball à Chicago et qui mettait en avant le ras-le-bol général de la popularité excessive du disco à l'époque? D'après toi, s'il y avait eu un truc similaire avec le rap, une sorte de rap Demolition Night ou Demolition Day à la fin des années 90 au début des années 2000, quelles auraient été les réactions des médias et du public? J'étais pas au courant du tout de cette histoire, c'est très drôle. Je pense qu'une rap Demolition Night n'aurait pas pu avoir lieu dans la mesure où, contrairement au disco qui était... Alors, j'imagine que le disco... que la Disco Demolition Night, c'était aussi une dénonciation de la futilité du disco.
le côté très léger, etc. Et que elle était motivée, que cet événement, pardon, était motivé par des gens qui étaient ou pour le rock sérieux, voilà, ou la musique un peu plus noble, voilà, hein, et qui estimaient que le disco c'était putassier, bas de plafond. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que les gens pensent, hein, mais c'est vrai que quand même, il y a une époque, c'était compliqué. Alors que le rap, pour moi, le rap, c'est tellement la naissance du rap, en tout cas, elle est tellement motivée par des réflexions hyper lourdes, quoi, au niveau sociétal et tout, quoi, que faire un truc pour détruire le rap ou passer à autre chose, dire que le rap c'est nul, ça aurait pas été très crédible déjà. Je pense que les médias et le public auraient pas compris, je pense. Après, je vois vraiment pas à quelle période un mouvement sérieux aurait pu dénoncer tout le rap. Parce que dans le rap, t'as le pire et le meilleur. C'est un peu comme dans le rock, hein. Après, ouais, je pense pas que ça aurait été possible, en fait. Parce que, par exemple, le disco, c'est vraiment le mouvement de la fête, des textes sexy, concon, et de musique très entraînante, mais légère. C'est des trucs pour les boîtes de nuit et tout. Voilà, moi, j'adore certains trucs de disco, hein, mais... j'adore pour ce que c'est, quoi. Le rap, tu vois, un mouvement comme ça pour le rap, ça vaut un mouvement qui dirait que Public Enemy c'est de la merde, que Run DMC c'est de la merde, que les Beastie Boys c'est de la merde, que Ice-T, Ice Cube, c'est pas, ils seraient pas pris au sérieux, on dirait que c'est des cons qui ont aucun goût, je sais pas. Même si t'aimes pas, tu vois. Est-ce que tu as été marqué par le film Mort d'un pourri 1977 avec Alain Delon, Mireille Darc, Michel Aumont? Penses-tu que ce film puisse servir de source d'inspiration pour une série dans laquelle il y aurait de l'action, du suspense et des retournements de situation? Mort d'un pourri, j'adore. Mort d'un pourri, j'adore ce film. Ça fait partie des Delon que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est pas parfait, hein. Il a plein de défauts, hein. Mais ah là là, putain, il y a tellement de scènes que je vénère dans ce film. Après, les tirer en série et tout, moi, tu sais, je suis pas trop fan de ça, quoi. Ça me saoule. Ce qui fait la force pour moi de Mort d'un pourri, c'est que justement, c'est un film assez compact en plus, qui va assez vite, où il se passe beaucoup de choses. Et puis bon, remplacer Delon par qui, c'est compliqué. Estimes-tu que les phénomènes boys band et Eurodance sont indéfendables et représentent ce que la musique des années 90 a produit de pire par rapport à mes goûts personnels, pardon. Non, parce que même dans l'Eurodance, je trouve qu'il y avait des trucs très très malins, très fun, mais il y a eu des formations qui avaient du talent, je veux dire, dans l'Eurodance. C'était pas forcément la majorité, mais on a eu des très bons trucs, je trouve, avec des mélodies fortes et des choses top, hein. Les boys bands, alors si on parle des boys bands français, oui, c'est vraiment le poison, c'était ignoble. Après, on voyait vite les limites des boys bands français. Par exemple, les boys bands français visaient un public de préadolescentes et c'est tout. Et ils ne récoltaient que cela. C'est-à-dire que vraiment il n'y avait pas un garçon. Bon, je mets un peu de côté la population gay un peu, mais je pense que les gays qui écoutaient les boys bands français, mais il y en a eu beaucoup. C'était avec un humour, une ironie. Ils étaient pas dupes du tout. Ils étaient pas fans premier degré. Je pense pas. Alors que les gamines, oui, bien sûr, mais c'était des enfants. C'est des gamines. Je précise ça parce que les boys bands qu'on a eu aux États-Unis ou en Angleterre, même ils étaient évidemment extrêmement populaires auprès des jeunes filles, ceux qui ont eu du succès, je veux dire, ils ont débordé cette frontière-là. Et ils vendaient tellement qu'en fait, à la fin, ils vendaient aussi à un public fait de tout le monde, qui aime la pop, en fait, tout simplement. Et là, il y avait pas même si moi, il n'y a pas de groupe que j'ai vénéré. Bon, je sais qu'on a dit que Bros était un boys band, mais factuellement pas du tout. Ah oui, on a dit ça parce que à leur début, le public était essentiellement féminin et adolescent. Donc oui, voilà. Et puis ils étaient dans la presse pour les ados. Ils cochaient les cases, mais après factuellement ils écrivaient leurs chansons. Voilà, ils s'étaient pas rencontrés sur un casting de maison de disques. Donc c'était un vrai groupe en fait qui a démarché des labels avec des chansons. Voilà, il y a aucune différence entre Bros et un groupe normal en fait. Mais après oui, c'était très beau gosse, machin. On leur a mis l'étiquette boys band. Mais factuellement, ça n'en était pas un en réalité. Ça n'en a jamais été un. Je serais très intéressé d'avoir ton avis sur la carrière de Thierry Ardisson. Voilà, également si tu l'apprécies humainement parlant. Est-ce que tu as visionné le documentaire? Voilà, du coup je t'ai répondu en fait en intro de vidéo. Je célèbre avec un peu de retard la mort de l'ignoble combo casquette capuche. Oh merde, bâtard.
Et je te félicite pour ce mulet extrêmement prometteur. Alors c'est pas un... Je te déçois. Tu te réjouissais de la fin du combo capuche-casquette. Et tu t'enflammais un peu trop vite sur un mulet prometteur, et il n'y aura pas de mulet du tout. C'est juste mes cheveux qui poussent. Mais si je retire la casquette, j'ai cheveux longs partout, et c'est comme ça que ça va continuer. Donc non, je ne ferai pas de mulet du tout. Steve va pas être content d'entendre ça. Je vous rassure quand même, la coupe mulet, je l'ai eu. Je l'ai eu quand j'avais 14 ans, voilà. Moi j'ai fait toutes les coupes de l'univers. J'ai fait le crâne rasé et les cheveux sous les épaules. Bref, j'ai même eu des dreadlocks à une époque, mais malheureusement j'ai pas de photos pour ça. C'est dommage. C'était drôle. Donc non, il n'y aura pas de mulet du tout, je laisse pousser mes cheveux. C'est juste que grâce à la casquette, t'as la sensation qu'ils sont peut-être un peu courts sur les côtés et au-dessus, mais en fait non, ils sont longs partout. Quel est pour toi le meilleur album de Stevie Wonder? Genre ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Songs in the Key of Life que ma mère écoutait tout le temps quand j'étais tout petit, mais alors vraiment genre 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je dansais dessus. Et ça reste pour moi l'album magique de Stevie Wonder, c'est un chef-d'œuvre inouï, ce disque. Il y a d'autres albums que j'aime beaucoup de Stevie Wonder, mais celui-ci pour moi c'est la masterclass. Est-ce que tu apprécies Lee Aaron? Pas du tout, je connais très mal. En fait j'avais écouté à l'époque où j'écoutais tout ce qui se faisait en heavy metal. Lee Aaron, non, je n'ai jamais accroché. Pour moi c'était une version un petit peu plus hard de Pat Benatar. Alors je parle pas du talent, mais la façon dont elle se vendait, je veux dire. Non, moi vraiment la seule nana un peu affiliée au hard rock que j'ai adoré et tout. Ah non, j'avais des disques, etc. C'est Joan Jett. Joan Jett and the Black Hearts, les albums, c'est des... Je connais par cœur, enfin voilà. Ça, la Joan Jett, j'adore. Lee Aaron, bof. Tiens, je la mets un peu... elle est beaucoup moins connue que Lita Ford, mais... Que penses-tu d'Alejandro Jodorowsky, le fou génial cinématographiquement de sa montagne sacrée, que j'ai enfin pu prendre il y a peu, et Del Topo, ses autres films aussi, ainsi que des projets Dune, avortés et refilés à Lynch. Je suis pas un grand fan. J'ai vu la plupart des films. Je suis toujours admiratif des gens un peu fous au sens créatif du terme. Mais je peux pas dire que son univers me touche ou des choses comme ça. As-tu vu Breaking All the Rules de 1985 et Campus 86? Oui, j'ai vu ces deux films, mais à l'époque. Campus 86, je l'ai revu il y a peut-être 5 ans, et je trouvais ça vraiment à chier. Bon, après, c'est pas censé être des grands films, mais il pourrait être fun. Mais c'était moins fun, Campus 86, c'est beaucoup moins fun que dans mes souvenirs. Un petit mot, Alex, sur Hulk Hogan qui vient de nous quitter. Ouais, putain, décidément, c'est vraiment entre Ardisson, Ozzy Osbourne et Hulk Hogan. Je suis très surpris. Apparemment, c'est une mort que personne n'a vu venir. J'ai même vu des vidéos de lui la veille de son décès où il est interviewé et où il a l'air de péter le feu. Parce qu'en plus, comme je ne suis pas vraiment son actu, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, ça se trouve, ça fait 6 mois qu'il est malade, mourant, peut-être un cancer, je ne sais pas. Et visiblement, non, c'est un arrêt cardiaque hyper brutal, c'est chaud. Après, Hulk Hogan, les casseroles qu'il avait, même les propos qu'il a tenus sur les femmes, tout ça, c'est très compliqué quand même. Vraiment, immense respect pour ce qu'il a accompli. La Hulkamania à une époque, moi j'étais en plein dedans en plus, donc je voyais ça. Moi j'étais team Ultimate Warrior par contre, donc j'ai jamais été fan du personnage Hulk Hogan. Mais j'ai déjà vu des docus sur sa carrière et tout, et ce qu'il a accompli, c'est fou. Donc c'est vraiment réellement un des plus grands catcheurs de tous les temps. Je sais qu'il y en a qui vont me dire techniquement pas vraiment, mais moi le catch pour moi c'est avant la technique, du spectacle et du talent entertainment. C'est pour ça d'ailleurs que je dis toujours que pour moi Ultimate Warrior est un génie de l'entertainment et que du coup ça en fait un immense catcheur puisque c'est un spectacle avant tout, c'est du spectacle avant tout. C'est ce que disait McMahon, de toute façon, voilà. Mais pour moi c'est surtout Lèvres de Feu dans Rocky 3, mais c'est pas un mec que j'ai jamais adoré, je le dis très sincèrement. Moi, ça me fait quand même quelque chose, quoi. C'est toute une époque, qui se termine. Mais je peux pas dire que ça m'ait attristé. Toi, Ozzy Osbourne, j'étais vraiment à deux doigts de pleurer, quoi. Ça m'a mis mal énormément, quoi. Là, non, pas du tout. As-tu vu la bande-annonce de Toi qui m'aimais, biopic sur le couple Yves Montand et Simone Signoret? Au mieux, ça ressemble à un sketch des nuls.
Quelle gênance, comme disent les jeunes. Oh putain, mec, tu me donnes trop envie de le regarder. Non, j'ai pas vu la bande-annonce. Je l'ai pas vu encore. Mais ça a l'air bien. Oh là là, tu le vends bien en tout cas. Sauf erreur, tu n'as pas l'air d'adorer les groupes Van Halen, Saxon, même Iron Maiden, ou encore et surtout mon groupe préféré, Judas Priest. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez ces groupes? Les sonorités, généralement, parfois la voix de Bruce Dickinson, j'ai jamais supporté, le chant, je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que, enfin voilà, ça veut dire que moi j'aime pas, mais il y a aucun des groupes que tu cites où je dis que c'est pas bien, évidemment. Iron Maiden, réellement, j'ai jamais aimé une seule chanson. Les sonorités, je déteste. Même la façon de régler la guitare. Enfin, tu vois, les sonorités hyper aiguës. Il y a un truc que j'aime pas du tout dans les solos de guitare, les mélodies et le chant de Dickinson, c'est pas possible. Pour moi, quoi. Donc voilà, donc Iron Maiden, c'est le pire de tout la liste, là. Après, tu m'en cites deux dont j'ai des albums, donc là, je peux pas dire que... Enfin oui, si, je peux dire que j'adore pas, oui, c'est sûr. Saxon, j'ai un seul album, c'est celui où il y a la reprise fabuleuse de Ride Like the Wind, qui était sortie à la fin des années 80, et qui a été à nouveau un tube, en fait, du coup, qui m'a fait acheter leur album où il y a Ride Like the Wind, et je trouve que c'est un très bon album. Donc j'aime beaucoup cet album de Saxon, mais c'est le seul que j'ai. Parce que par ailleurs, le groupe m'intéressait pas, je sais pas pourquoi. Van Halen, Van Halen c'est tellement connu. Moi, il y a l'album 84 que je vénère, que j'ai. Hein. Il y a aussi un ou deux autres albums que j'adore. Mais par rapport à leur disco, ça fait très peu. Et c'est que des... Moi, c'est la période de David Lee Roth, hein, clairement. J'aime bien Sammy Hagar, mais en solo plutôt. Là, c'est étonnant. Sammy Hagar chez Van Halen, bof. Judas Priest, j'en ai déjà parlé. Effectivement, c'est pareil, hein, c'est le style trop heavy, trop aigu. Je sais pas, il y a un truc, même le chant de Rob Halford qui a une voix de dingue, hein, mais je sais pas, j'ai jamais accroché de ouf. À part, alors il y a quand même trois albums de Judas Priest que j'ai et que j'ai poncé un milliard de fois. Alors les albums, alors là c'est le truc qui fâche, les albums des années 80, donc la période hard FM, très FM, hein, même hard pop, on pourrait dire, de Judas Priest, avec Turbo Lover, tous ces trucs, Parental Guidance, enfin ça c'est la période que j'adore, j'écoutais mais un milliard de fois, ils étaient très bons là-dedans, mais je comprends que les fans initiales aient dit oui. Et ailleurs, étonnamment, il y a l'album Painkiller, qui est pourtant ultra bourrin et que je trouve génial. Voilà, pareil, que j'avais acheté à sa sortie, que j'adore. Donc Judas Priest, voilà, c'est vrai que j'achète pas tous les albums, c'est pas un de mes groupes préférés ni rien du tout, mais voilà, il y a quand même des trucs que j'ai surkiffé régulièrement, quoi. Je crois me souvenir que tu apprécies Alice Cooper, moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu aimes Brutal Planet et Dragon Town? Ce sont parmi mes albums préférés, mais ils ont visiblement beaucoup divisé les fans, ce qui a entraîné l'annulation de la trilogie prévue, c'est vrai. De plus, j'aime également The Last Temptation qui a été pas mal décrié, c'est vrai. Et je dégoûte chiotte. Non, tu n'as pas des goûts de chiotte du tout, puisque tu aimes Alice Cooper. Mais c'est vrai que les albums que tu cites, moi je les ai pas aimés, ils m'ont pas plu. À Brutal Planet, j'étais vraiment... j'ai pas compris, il y a quand même des gens qui ont beaucoup aimé. Hein. Dragon Town, c'est vrai que... bon. Moi je trouve que les chansons sont pas inspirées. Moi c'est dans ces moments-là qu'en fait Alice Cooper, voilà, j'accroche pas, quoi. C'est que je trouve que les chansons sont pas géniales, quoi. Lui, dans son chant, sa personnalité, il déçoit jamais, quoi. Mais parfois, je trouve que c'est pas génial, quoi. The Last Temptation, c'était pas mal. Et il y a 2-3 chansons que j'aime beaucoup qui sont sur The Last Temptation. Donc moi, je te rejoins sur The Last Temptation. Même si, voilà, je le place à des années-lumière derrière Constrictor, qui pour moi est le chef-d'œuvre d'Alice Cooper. Et d'ailleurs, après Constrictor, je mets Raise Your Fist and Yell, et après, je mets Trash. Donc en fait, c'est vraiment la trilogie d'albums qui se sont suivis, qui pour moi sont mes préférés. Donc voilà. Et même le dernier Road, là où je sais plus quoi, la pochette est magnifique. Il y a 2-3 morceaux sympatoches, mais je trouve que c'est pas génial, c'est pas très inspiré, quoi. Donc voilà. Et je termine avec 2 questions qui étaient un petit peu pas très légères, on va dire. Et donc je les ai gardées pour la fin parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui aiment pas du tout ce genre de sujet, et je comprends tellement. Donc je voulais pas les prendre en otage, enfin qui tombent dessus dès un milieu de vidéo et qu'après ils cherchent c'est quand qu'ils arrêtent de parler de ces conneries. Voilà, donc je préviens.
C'est les 2 dernières. Sans vouloir me montrer insensible, tu laisses entendre que ta première belle-mère t'a maltraité, mais une claque de temps en temps, ce n'est pas forcément un mal. Alors, bon, je te laisse responsable de tes propos, et je sais qu'il y a plein de gens qui pensent ça, aujourd'hui on n'a pas le droit de penser ça, moi j'ai pas vraiment à répondre là-dessus. Par contre, tu m'as mal compris parce que j'ai pas donné de détails, donc en fait c'est toi qui en conclus que c'était, qu'est-ce que tu dis, une claque de temps en temps. C'était vraiment, alors, oui, il y a eu ça aussi. Mais c'est pas ça. Enfin, ma première belle-mère, si elle s'était contentée d'une claque de temps en temps, je l'aurais adoré. Après, les fois où elle m'a donné une claque, disons que quand t'as 5 ans et que une femme adulte te donne une gifle, mais de toutes ses forces, pour te le confirme, que tu rebondis à l'autre bout de la pièce, hein, et tu rebondis sur la table, sur les murs, les chaises. Enfin, voilà, c'est pas juste tu tombes par terre ou juste tu pleures. C'est enfin voilà. Et moi c'est pas du tout limité à ça hein, en termes de juste pour le physique hein, parce que moi elle m'a tout fait. Hein, donc j'ai eu les coups, mais tout hein, et les menaces de mort. Donc les menaces de mort c'est peut-être quand même le pire souvenir de cette femme. Menace de mort donc entre 5 et 7 ans. Donc oui après voilà donc tout le monde, enfin insensible, moi je cherche pas à ce que les gens soient sensibilisés hein. Je raconte les choses, c'est tout. Enfin je dis les choses quoi. On est très très loin alors là par contre très loin de ce que tu as l'air d'imaginer. Sinon j'en parlerai pas, ouais, franchement. T'imagines? Ouais, moi c'était très dur, j'ai reçu quelques gifles, lol. Et alors la dernière question qui est assez longue, tu as raconté ton enfance et ton adolescence plus que compliquée et très triste. Bon, ça c'est à chacun de voir. Je voulais savoir ton point de vue sur comment ta personne ne s'est pas retrouvée affectée, bouffée par tout ce malheur. Tu dégages une sensibilité et un mental d'une personne bienveillante, chaleureuse, bref, une bonne personne. Beaucoup de gens se seraient retrouvés complètement perdus et corrompus dans les ténèbres à cause d'une enfance similaire. L'exemple même de tueurs en série où quand on remonte leur passé, vous avez remarqué c'est vrai, on découvre l'horreur. Idem pour les soldats traumatisés par la guerre, etc. Que penses-tu de tout cela? Est-ce que selon toi, c'est ta nature bonne qui t'a évité de partir sur un chemin néfaste? Est-ce une volonté de ta part de vouloir t'en sortir? Est-ce que l'environnement joue un rôle plus que proéminent dans la condition de ce que deviendra le sujet par la suite? Pour ma part, je ne suis pas un adepte à 100% du déterminisme social que représente Zola par exemple. Ouais, moi non plus. Mais alors du tout même. Après, moi ça me touche beaucoup de lire ça parce que enfin vous êtes plusieurs à m'avoir fait des mots comme ça sous mes vidéos personnelles, enfin sur ma vie. Enfin, moi je peux pas. Après, je suis pas forcément super bien placé pour apporter une réponse définitive, tu vois. Mais ce dont je me souviens, c'est d'un jour où j'ai compris pourquoi. Enfin, il y a eu un moment où dans ma colère, par exemple, la colère que j'éprouvais enfant envers ma mère principalement, enfin envers ma mère chaque jour, tous les 15 jours envers mon père et ma belle-mère, je n'étais entouré que de gens qui me détruisaient. Ça c'était les faits. Voilà, j'ai quand même failli finir à la DAS sur dénonciation de la meilleure amie de ma mère en fait, hein, qui avait... Enfin bref, mais qui pensait que j'allais finir par mourir. Donc voilà. Donc bref, j'avais pas prévu de parler de ça, pardon. Toujours est-il qu'à un moment je me suis rendu compte que tout le mal qu'on me faisait, je me suis rendu compte des différences qui existaient. Par exemple, j'ai vu que ma mère était malheureuse, elle allait pas bien, et c'était pas... Enfin voilà, en fait, c'est-à-dire que je lui en voulais quand même, hein, ça n'excusait rien du tout. Mais c'était très différent, par exemple, des maltraitances que je subissais chez mon père, qui lui allait très bien, avait une vie géniale, s'éclatait, était en pleine forme. Et donc j'ai fait ce distinguo et c'est vrai que par exemple moi ma mère je l'adore, enfin aujourd'hui c'est vraiment, enfin on a une relation incroyable et depuis très longtemps, mais parce qu'on a mis aussi carte sur table, enfin on a parlé, on n'a pas eu de sujet tabou, elle s'est excusée et puis elle a changé, enfin ça remonte à très loin et je l'ai pardonné principalement parce que je lui ai dit, enfin voilà, mais je comprends que toi-même tu étais à la dérive, enfin tu n'allais pas bien et que tu étais malheureuse, enfin et que ça pour moi du coup, je m'en suis sorti et je t'en aurais voulu toute ma vie si tu avais pas d'excuses, enfin voilà, je sais pas comment dire ça.
Voilà, par exemple, ma belle-mère, quelqu'un qui n'avait aucune excuse. Donc elle, j'ai zéro compassion. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont été choqués que je plaisante sur son cancer, mais je le ferai jusqu'à ma mort, quoi. Genre, elle me menaçait de mort quand j'avais 6 ans, donc je sais pas quoi. Et puis elle me tabassait. Donc oui, morte d'un cancer 30 ans plus tard, la belle affaire. Après, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens quand ils ont découvert mon passé, qui étaient sidérés du fait que j'ai pas basculé effectivement, dans plein de trucs, hein, voilà. La violence totale, la drogue, plein de trucs, hein. Et puis même la haine d'autrui, enfin, je sais pas trop pourquoi je l'ai pas fait. Je pense qu'il y a une partie c'est ma nature, vraiment. Je sais pas alors de qui vient ça, j'en sais rien. Et l'autre c'est que très très vite, mais alors vraiment enfant, je me suis focalisé sur le l'endurcissement, principalement psychologique, enfin mental, physique aussi, hein, mais pas le choix de toute façon. Bon, ça c'est évident, enfin tout le monde le ferait. Mais moi vraiment, je me suis insensibilisé en partie, et ce qui fait que en fait j'ai protégé une partie de moi qui est hypersensible, hein, d'ailleurs tout le monde le voit. Apparemment même sur ma chaîne ça se voit que je suis quelqu'un en réalité de très sensible, mais j'ai une forme de blindage en fait de bouclier émotionnel en fait qui s'enclenche dans certaines situations de ma vie de tous les jours, parce que pour me protéger, et c'est un truc que j'ai développé durant l'enfance et préadolescence, tout le temps où finalement dans ma vie je n'avais rien de positif, enfin il y avait vraiment que de la merde en fait qui m'était déversée dessus de la part des gens, voilà, parce qu'après je fais un peu le distinguo des conditions dans lesquelles tu vis et des personnes avec qui tu vis, ces choses-là. Il y avait une volonté aussi alors pas forcément de s'en sortir, mais de ne pas... quelque part, tu vois, par exemple, sur la vidéo que j'ai fait sur mes années de violence à Paris, etc., enfin, où j'ai vraiment frôlé le dérapage, enfin, c'est là où j'aurais pu vraiment mal tourner définitivement, en réalité, hein. Il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs, autour de moi. Je me souviens que je me suis dit vraiment que c'était pour moi, enfin que c'était, et que limite ça ferait presque, ça donnerait raison en fait aux gens aux gens qui m'ont traité comme de la merde en fait. Donc je sais pas trop. Après il y a vraiment plein de choses où j'ai pas de réponse parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pas reproduit ça. Moi après je comprends pas trop les gens qui disent tu subis un truc, du coup tu es tenté de le reproduire. Alors factuellement je sais que c'est vrai. Par exemple je sais que les agresseurs d'enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai vu ça encore l'autre jour, 50% ont subi des choses horribles d'adultes quand ils étaient enfants. En fait, ils reproduisent. Moi, je comprends pas trop, c'est les faits, il n'y a pas à discuter. Mais moi, c'est vrai que je me suis dit, mais rien ne me ferait m'adresser à un gamin, enfin... Même le fils de ma chérie, quand il a eu 5-6 ans, j'ai eu des flashs où je revoyais ma belle-mère me défoncer la gueule et me menacer de mort. Et je me disais, mais comment on peut faire ça, en fait? Je le regardais lui et je me disais, mais... Genre... est-ce que je pourrais... Qu'est-ce qui pourrait me faire l'étrangler, le cogner contre un mur? Enfin, un truc de taré, quoi. Après, ça c'est oui, alors donc oui, pour moi elle était folle de toute façon. Après il y a un truc, c'est la non-assistance, voilà. Il y a un truc qui est très fort par exemple, c'est la responsabilité de mon père, qui lui a été passif, coupable, enfin je sais pas comment dire. Et là voilà, tu es là, tu entends, tu vois, tu peux pas faire semblant que tu ne sais rien, mais tu ne feras rien. Or c'est ton fils, hein, c'est chaud. Là pour moi c'est inexcusable, et si s'il y avait que ça, mais bon bref. Voilà. Donc voilà, c'est une réponse très maladroite, mais je sais pas trop comment faire mieux. Je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.